Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Là, on vient d'arriver au Ghana, notre 9e pays du voyage. On a passé la frontière sans souci. Franchement, les Ghanéens sont hyper accueillants. C'est assez marrant parce qu'on se fait arrêter par les policiers assez souvent, mais ils nous demandent d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, comment on voyage, mais ils nous ont jamais demandé nos papiers. Assez chill. Et là, on est posé dans un parc naturel, le parc de Mole, au nord du Ghana. C'est un parc où on peut voir notamment des babouins et des éléphants. Donc on va essayer de voir nos premiers éléphants en Afrique. Donc on est hyper impatient de pouvoir aller les voir. Mais avant ça, on a un petit souci. On n'a plus de feu stop. Ça, c'est un petit souci quand on conduit. On s'est rendu compte qu'il y avait un court-circuit parce que le fusible des feux stop fait que sauter quand on le change. Le problème, c'est que la boîte où il y a les câbles des feux, elle est pas très accessible et il faut qu'on démonte l'aménagement. Et il fait déjà 30 degrés, donc voilà. Ça va être un peu sportif. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Donc on a fait tout ça pour pouvoir accéder à la boîte. Les deux s'allument! C'est bon! Ouais! Stop, stop! J'arrive pas à arrêter l'essuie-glace. C'est ça normalement, non? Ah mais il se met en marche quand tu recules normalement automatiquement. Et enlève la marche arrière. Mais oui, il se met automatiquement quand tu mets la marche arrière. Quoi? Bah oui, ça c'est dans toutes les voitures. Mais si, dans toutes les voitures c'est comme ça. Mais n'importe quoi, Agathe, dans toutes les voitures, t'as pas l'essuie-glace arrière qui se met en route quand tu fais une marche arrière. Mais si, ça nettoie pour que tu puisses voir. Mais bien Cette sûr. voiture est trop technologique pour moi. Eh mais c'est réparé. Attends, et si j'allume? Parce que... Ah, j'ai entendu un clic. Ouais, moi aussi. Vas-y, freine. Putain, y a plus rien. Ouais, le fusible est cassé. Oh, mais c'est quoi le problème? Je pense pas qu'on ait trouvé la source du problème, mais en tout cas on a résolu le problème. Je sais pas comment, mais j'ai juste déconnecté en fait les câbles qui partent des fusibles et qui alimentent en fait tous les phares. Et cette prise elle se trouve sous le capot, donc j'ai juste débranché, rebranché et là tout semble fonctionner. Maintenant on va pouvoir tout ranger et puis aller kiffer un petit peu à l'intérieur de ce parc. D'abord on va se nettoyer les mains. On était tranquillement en train de manger lorsqu'une famille de babouins est arrivée tout autour de la voiture. Même s'ils ont l'air très mignons, un des mâles dominants est entré discrètement dans Ascarena et a volé un énorme pain qu'on venait d'acheter. On s'est alors vite rendu compte qu'il n'y avait pas qu'une seule famille autour de nous, mais un clan tout entier. On a donc écourté notre repas et on a profité d'un magnifique spectacle. Non mais ce campement, c'est n'importe quoi. Il y a des babouins de partout là. Et puis il y a une petite biche là-bas qui se prélasse, tranquille. Et nous, bah on est juste là. C'est un petit peu moins mignon quand même. Bon, je sais pas à quel point c'est agressif un babouin, mais en tout cas moi j'ai bien flippé.
Agathe, elle était en mode spectacle. Parce que d'abord, on en a vu un, celui qui nous a chopé le pain. Ensuite, on s'est retourné et en fait, il y en avait 20, voire 30 autour de nous. Tous en train de nous fixer. Donc après, ils nous ont chopé la nana qui était sur la table juste là. Et ils commençaient à fouiller dans toutes nos affaires. Donc le liquide vaisselle, les couteaux, les fourchettes. J'ai bien cru qu'on allait se faire dépouiller. Finalement, à part la nourriture, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui les intéresse. Il y en a encore un énorme là qui vient de descendre de l'arbre. Lui, c'est pas une femelle, c'est un mâle. Je crois que c'est un mâle, ça, bien gros. Alors, on s'est levé bientôt ce matin. Je crois que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus levé aussitôt. Il est 6h30 et on va aller faire une petite marche dans le parc de Mol. On devrait normalement voir des éléphants si on a de la chance. Donc, il n'a pas plu cette nuit. Ça voudrait dire que on a beaucoup de chance de les voir parce que certainement qu'on va aller à un point d'eau où ils doivent boire. Je crois qu'on est parti pour 2 heures de marche avec un guide. C'est parti, j'espère qu'on va voir des éléphants. Bon, on n'a même pas commencé la balade qu'il y a déjà des éléphants en fait. Il y a des éléphants là-bas, tu le vois? Juste là-bas. Agathe, la dame, elle a dit qu'il fallait pas aller trop proche. Garde 1 mètre de sécurité quand même. Impressionnant. Il y a déjà des éléphants, j'en reviens pas. C'est impressionnant, on est juste à côté d'eux quoi. C'est marrant parce que hier soir on est venu ici pour réserver notre tour de ce matin et le gars nous a dit que de temps en temps le matin il y avait des éléphants qui étaient là, qui se promenaient. On croyait à moitié parce que à côté du Tourist Center, ça doit pas faire bon ménage pour leur business, mais apparemment il avait raison, ils sont juste à côté de nous quoi. C'est ouf. Je t'avoue que je suis pas rassuré face aux éléphants, surtout en étant à pied. D'habitude, tu les vois depuis une voiture en safari. Je me demande ce que ça va donner de marcher à côté d'eux. Ouais, c'est impressionnant, on est de nouveau juste à côté des éléphants, on est quoi, à 10 mètres de eux. Ils sont juste là. They are not dangerous, right? Well, yeah, they are, but if you are not trying to get too closer, no. Ok, here it's a good distance. Yes. Pas trop rassuré moi, avec les éléphants, c'est quand même assez gros. L'empreinte de l'éléphant quoi. Énorme. Ah, on peut voir les orteils. Ok. On se rend compte qu'on est dans l'espace des animaux et on est aussi assez vulnérable vu que t'es pas dans une voiture pour te tirer au moindre problème. Là, il faut vraiment qu'on fasse attention à pas s'approcher trop vite, à pas faire trop de bruit et à pas être trop proche non plus de certains animaux. Donc c'est vraiment impressionnant de marcher comme ça dans une réserve. Je sais pas si on a d'autres dans le monde où on peut faire ça à pied. En tout cas, vraiment cool expérience. Pour la petite information, les éléphants ils peuvent vivre jusqu'à 70 ans. Et dans le premier groupe qu'on a vu, il y avait un éléphant très très vieux, dans la soixantaine, il nous a dit le guide. Donc voilà, les éléphants ça vit très longtemps. Ça dort seulement 4 heures. Ça se repose, ça dort pas, ils disent ça se repose, seulement 4 heures. Et le reste du temps, ça mange, parce que ça mange environ 16 heures par jour. Ça mange tout le temps, ça fait caca tout le temps, ça fait caca toutes les 45 minutes, il nous disait, enfin n'importe quoi. Et ça fait beaucoup pipi.
Et dernière information, ça boit 40 litres d'eau. Ici, on peut vachement facilement les voir parce que ce qu'ils nous racontaient, c'est que dès qu'il y a du soleil, ils vont dans des points d'eau parce qu'ils ont trop chaud. Donc généralement, ils se baladent la nuit, ils mangent la nuit parce qu'il fait plus frais. Et la journée, ils vont se reposer dans les points d'eau pour se rafraîchir. Et il y a quelques endroits où il y a des points d'eau et tu es quasiment sûr de les voir. Donc voilà, donc nous on a eu de la chance parce que il faut aussi qu'il pleuve pas trop, comme ça tu es sûr qu'ils vont au point d'eau. C'est tellement imposant et tu es tellement proche d'eux. On était au pied du lac, il y avait, je sais pas, j'ai compté 15 crocodiles dans le lac et les éléphants qui rentraient. Ouah, c'était... Je pense que c'était un peu surnaturel quand même. Quand même pour 2,50 € par personne, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. C'était impressionnant, c'était trop beau. Et apparemment, selon le guide, c'est un des parcs nationaux ici au Ghana qui est le moins cher. Et je crois que c'est vrai parce que on avait vu le prix d'autres safaris dans d'autres pays et c'est un tout petit peu plus cher quand même. Hein. C'est ça, parce que là, on a payé 10 € l'entrée pour les deux et le véhicule et on a payé 2 € par personne pour la balade. Donc on s'en sort à 14 € quoi. Ouais, pour avoir vu... 3 types de singes, des éléphants, des antilopes, des phacochères, des oiseaux et des crocodiles. Et de très très proches, surtout. Ouais. Alors on mange à la cantine des employés, ils sont juste là. Et on va manger... Comment ça s'appelle? C'est pas du foufou, c'est le... C'est une boule de maïs, c'est du maïs. C'est du maïs. How do you call it again? Banku. Banku. Yeah. It's with corn. This is meat. You want meat or ashu? Which type of meat is it? It's beef, cow meat. Yes, okay. Ashu pot. Yeah, here, thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you very much. Quand même un truc assez marrant avec Agathe, c'est que elle veut toujours tester la cuisine locale. Donc elle veut à chaque fois qu'on teste les plats locaux. Sauf que ici en Afrique, très souvent, c'est épicé. Donc elle se retrouve avec une assiette qu'elle n'arrive pas à manger. Et c'est moi qui dois la manger et qui est la bouche en feu. Mais là, c'est pas épicé. Et pour une fois, c'est pas épicé. Et ça, c'est cool. On se régale, franchement, au top. Cette boule-là, on la retrouve un petit peu partout là depuis, je dirais, en Guinée. Ça s'appelle très souvent du foufou. Et la plupart du temps, c'est avec de l'igname. On l'a aussi goûté avec de la banane plantain. Ça, c'est super bon. C'est un autre nom, foutou. C'est le foutou. Et donc là, c'est un nouveau qu'on vient de goûter avec du maïs. On n'avait encore jamais goûté. Et franchement, je crois que c'est le meilleur qu'on ait mangé. Ouais. C'est vraiment un truc assez traditionnel qu'ils font. Ils le pilent. Je pense que tu l'entends derrière moi, ils sont en train de piler. Et ils en font une sorte de pâte et après ils font une boule avec cette pâte. C'est pas mal parce que ça se mange froid et du coup pour le midi c'est pas désagréable de manger froid en fait le midi. Surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment. Freine! Freine! Marche arrière! Wouh! Satisfait? Bah ouais, donc vraiment juste d'avoir débranché une prise et rebranché, ça fonctionne. Je pensais pas que ça fonctionnerait sur le long terme, mais là on a déjà fait 10 km. C'est pas très long, mais c'est déjà beaucoup, j'ai l'impression. Donc cool. Allez, bah un problème de régler. Ouais! Wouh! Ascarena, toujours au top, hein. Ouais, trop bien! Alors on a quitté le parc de Mol et là on va en direction du sud, donc on va tout doucement rejoindre la côte. Mais on a encore pas mal de kilomètres avant de rejoindre la côte et encore pas mal de villages à croiser. Là on va emprunter une route sur laquelle on a vu qu'il y avait beaucoup de mosquées en terre. Donc on en a déjà vu pas mal de mosquées en terre, mais je pense qu'on n'en a pas eu encore assez. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est des mosquées qui datent entre le 15e et le 16e siècle, donc faites entièrement en terre, avec le style soudano-sahélien qu'on t'a déjà présenté dans d'autres vidéos. Voilà, ça va nous permettre de visiter le Ghana et surtout l'intérieur des terres avant de rejoindre la capitale qui elle se trouve sur la côte et qui est Accra. Alors on vient d'arriver à notre premier stop, donc une magnifique mosquée en terre. Elle est toute petite, toute mignonne et on est en plein milieu du village. Donc on a dû prendre des petites routes pour arriver jusqu'ici. Elle n'est pas du tout sur un axe principal et c'est assez marrant parce que comme elle est en plein milieu du village et à la croisée de plein de routes, maintenant c'est devenu un rond-point. Bon, on va pas refaire tout le descriptif de ce type de mosquée qui est du type soudano-sahélien. Si ça t'intéresse, on a fait une vidéo là-dessus sur les mosquées de Côte d'Ivoire. Tu auras plein d'explications là-dessus si jamais
ça t'intéresse. Do it again. Yeah. Peut-être la seule différence qu'il y a avec celle de Côte d'Ivoire, c'est qu'ici elle est blanche et en Côte d'Ivoire elles étaient généralement orange, couleur ocre. Je sais pas pourquoi ici elles sont blanches, je pense que c'est la chaux en fait qu'ils mettent pour recouvrir et protéger la terre. Sorry. On vient d'arriver dans le village de Maloué et on va visiter notre deuxième mosquée. Donc celle-là, elle est vraiment juste au bord de la route. On vient de se garer là, on est sur la route principale, comme tu peux voir, et la mosquée est juste là. Alors c'est intéressant de voir cette mosquée parce qu'il y a des parties qui ont été rénovées. Tu vois là, toute cette partie grise, marron, tu vois qu'elle a été rénovée. Et puis juste là aussi, il y a des espaces qui ont été rénovés. Et ça, c'est une controverse qu'il y a de plus en plus au sujet de ces mosquées. C'est comment est-ce qu'on les rénove. Elles demandent énormément d'entretien, ces mosquées, quasiment tous les ans, ou 2 fois par année, en fait, il faut les rénover. Et de plus en plus, en fait, elles sont rénovées avec du ciment, parce que le ciment, évidemment, demande moins d'entretien, mais malheureusement, ça ne respecte pas les techniques de construction de l'époque. Il faut savoir que rénover avec le ciment, ça permet d'entretenir le bâtiment à court terme, mais sur du long terme, ça dégrade encore plus le bâtiment parce que la terre qui est à l'intérieur ne respire plus et donc les murs s'y fritent, mais cette fois par l'intérieur et non plus par l'extérieur. Donc c'est encore plus difficile à rénover sur du long terme. Ouais, donc c'est ça, avec le ciment, il y a en plus des problèmes d'humidité qui vont apparaître. Et en plus de ça, ciment plus terre, généralement, ça fait pas bon mélange sur le long terme. C'est marrant parce qu'il y a un garage juste là. On ne sait pas trop pourquoi. Et puis, je pense que c'est le minaret là qui a été refait. Bon, elle est dans un moins bon état que celle qu'on a vue avant. Mais elle est très jolie. Il y a de nouveau cette base noire, comme on avait vu à l'autre. L'autre, c'était plutôt un socle. Là, c'est vraiment juste une peinture en bas, et on voit aussi que les portes sont très petites. Elles sont vraiment très petites, à chaque fois très basses, pour que lorsque tu rentres, tu dois vraiment presque t'accroupir pour pouvoir rentrer. En tout cas, tu dois te baisser comme si tu saluais quelqu'un. Tu vois, même Agathe doit se baisser comme ça. Et la particularité de ces mosquées, on l'a déjà dit, c'est ces morceaux de bois qui ressortent à l'extérieur. Et avec le ciment, ces morceaux de bois aussi vont se gorger d'humidité, et donc au bout d'un certain temps, ils vont pourrir. Et il faudra les remplacer, et vu qu'ils sont structurels, c'est très dangereux en fait pour la stabilité du bâtiment. C'est sûr que vu comme ça, c'est des points négatifs, le fait qu'on voit que la mosquée a été rénovée avec du ciment et le fait qu'il y ait cet ajout qui se colle à la façade. Donc c'est pas très bon pour le patrimoine, ça dégrade ce patrimoine. Mais d'un autre côté, ça montre que le bâtiment est encore utilisé, donc ça veut dire que les gens le rénovent, le maintiennent comme ils peuvent, pas forcément de la bonne façon, mais ils le font, et ils font des ajouts parce qu'ils en ont besoin. Donc voilà, ça montre que l'espace est utilisé et n'est pas abandonné. Troisième et dernière mosquée de notre route. Deux. Two. How much is it? Six cities. One for three cities. Ah, Six ouais. cities. One Six for cities. 3 cities. You have the change? And you get what? Yeah. Thank you. Ouh, c'est le retour du Bissap. Montre un peu. Yeah, le retour du Bissap. Ah, c'est des sacs de charbon.
Alors, on est en route vers Kumasi et on a dormi ici en plein milieu d'un village, le village de Abetenheim. On s'est arrêté ici non pas par hasard, mais parce qu'il y a plein de constructions en terre hyper intéressantes qui ont été gérées par une organisation qui s'appelle NK Foundation. C'est hyper intéressant ce qu'ils ont fait parce qu'en participant avec la population locale et avec les connaissances des populations locales, ils ont fait vraiment une plateforme d'échange et de savoir autour de la construction en terre. Donc il y a plein de bâtiments hyper intéressants qui ont été construits ici avec des étudiants européens et avec des habitants de ce petit village très isolé. Donc vraiment l'idée du projet ici c'est de construire avec la communauté et pour la communauté. Donc là on se trouve dans une partie du village où ce sont plein de maisons qui ont été construites avec plein de styles et de méthodes de construction en terre différentes. Donc c'est très intéressant. Certaines ont marché, certaines malheureusement n'ont pas marché, mais ça a vraiment servi de lieu d'expérimentation à la fois pour les personnes sur place, pour les locaux, pour qu'ils voient jusqu'où ils peuvent aller avec la terre et avec des étudiants et des jeunes professionnels en architecture qui pouvaient voir comment on construisait avec la terre ici au Ghana. Donc là juste derrière moi c'est le premier bâtiment qui a été construit. Récemment en 2016 ils ont arrêté de construire des logements et ils ont été construire un petit peu plus loin, vraiment dans le centre du village, des infrastructures pour l'école, donc une petite librairie, des toilettes, un petit centre de conférences pour à nouveau que ça serve à toute la communauté. Ah ouais, à cause des hautes herbes. On peut voir comme le bâtiment qu'il y a derrière moi qu'il y a des constructions qui n'ont pas fonctionné. Donc ça c'est un peu malheureux. On se questionne aussi sur vraiment comment s'est organisée l'association, parce que c'est vraiment super chouette, c'est une très bonne idée que ce soit un terrain d'expérimentation et qu'en même temps ce soit des bâtiments qui soient donnés à la population locale ici. Mais peut-être qu'il manque un peu de suivi. Il faudrait peut-être réajuster le programme de l'association pour qu'il soit un peu plus périn. On trouvait tout de même bizarre que certains bâtiments, même très bien exécutés, n'étaient pas en fonction. Et selon les villageois, ils n'ont même jamais été utilisés. Il s'agit d'une bibliothèque, un centre de formation et d'une grande salle de conférence. Tous construits en terre en 2016 avec NK Foundation et maintenant recouverts par la végétation. Un villageois essaye de nous frayer un chemin tant la végétation est dense. On s'est donc renseigné auprès du directeur de la NK Foundation qui nous a appris que les projets ont subitement été stoppés par ordre du chef supérieur de Juaben, hiérarchiquement plus important que le chef de Abetenheim, le village dans lequel on se trouve. Tout simplement parce que les projets de NK Foundation commençaient à donner de meilleurs emplois aux villageois qui ne voulaient donc plus travailler misérablement dans la grande usine d'huile d'à côté, comme par hasard propriété du chef supérieur de Juaben. On quitte donc le village avec un petit pincement au cœur, car on voit ces bâtiments dépérir et inutilisés, mais aussi car on comprend que ces projets permettaient aux villageois un meilleur cadre de vie et surtout un emploi beaucoup plus digne. Cette malheureuse histoire nous montre aussi que les chefs et rois ont encore beaucoup de pouvoir ici au Ghana, malgré que le pays soit souvent présenté comme l'un des plus démocratiques d'Afrique. Et dans la prochaine vidéo, on part justement à la rencontre d'un de ces rois, le roi des Ashanti, qui est d'ailleurs le plus important du Ghana. Bon, alors maintenant on se dirige vers Kumasi. Direction Kumasi. Donc voilà, on prend la route vers Kumasi qu'on va te présenter dans une prochaine vidéo. On rentre dans la région de la culture et du peuple Ashanti. On a beaucoup de choses à te dire dessus. Donc à la semaine prochaine. Ciao!